Personne n'a fait l'étude de comment les scénarios ont changé depuis qu'on écrit sur ordinateur. Les profs nous parlaient de la mort du cinéma. L'autre question éthique qui se pose, c'est effectivement sur la disparition de certains métiers. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir au fait que l'IA, c'est un nouvel outil et que c'est pas un outil de création. Bonjour Cédric, on est ravis de vous recevoir ici à Sciences Po. On remercie d'ailleurs Sciences Po de nous avoir prêté cette salle. Et on est très content de pouvoir avoir cette discussion avec vous sur le cinéma, sur l'impact de l'IA dans le cinéma et sur comment vous, en tant que réalisateur, avec toute l'expérience que vous avez, vous voyez toutes ces transformations arriver, à quel point ça peut être des opportunités et des risques aussi pour la profession, pour certains pans de la profession. Quand on s'est rencontrés, vous participiez à une table ronde et j'avais trouvé une réflexion que vous aviez lors de cette table ronde très intéressante, où vous parliez du fait que l'IA, finalement, apporte une transformation dans le rapport au cinéma et dans la façon de faire du cinéma, en tout cas la façon de façonner des images, qui rappelle une révolution qui a déjà eu lieu, en tout cas une évolution qui a déjà eu lieu dans la musique au cours des années 80-90, dans le sens où on n'est plus forcément en musique, notamment en musique électronique, en train de jouer avec un instrument, mais qu'on peut avoir un rapport peut-être plus direct au médium et façonner directement ce médium, qui est en l'occurrence pour le cinéma, et le mouvement, la lumière, l'image. Voilà, je voulais savoir si vous aviez... Si je pensais toujours la même chose. Voilà, ce que vous aviez à dire là-dessus. Oui, c'est-à-dire que... je rappelais juste le fait que le cinéma, depuis le début, a évolué avec des évolutions technologiques. Et donc, il y a eu le cinéma, et puis il y a eu le fait que c'était en noir et blanc, c'est devenu en couleur, c'était muet, c'est devenu parlant. Il y a eu toute la révolution, moi, que j'ai connue, c'est-à-dire que je suis passé vraiment du cinéma fait en pellicule au cinéma fait en numérique. Voilà, moi, quand j'ai commencé, j'avais une trentaine d'années, et c'était que en pellicule. Et puis, 5 ans plus tard, ou très peu de temps plus tard, tout est devenu en numérique. Ça a commencé par le son en général pionnier. Donc, il y a eu le fait qu'au lieu d'avoir 3 bandes sonores et qu'on mixe les 3 bandes sonores, il y avait une espèce d'infinité de pistes qu'on pouvait mixer. Et donc, ça a été vrai en musique, ça a été vrai avec les sons, les dialogues, les ambiances, etc., ce qu'on utilise au cinéma. Et ensuite, il y a eu l'image numérique. Moi, L'Auberge espagnole, c'est un des premiers films tournés avec une caméra numérique. C'était juste après Star Wars. Et donc, moi, j'ai vécu cette révolution-là. Et puis là, il y a de nouveau une révolution qui, je dirais, elle n'est pas encore arrivée. Donc, en fait, les gens qui vont regarder cette vidéo, dans 3 ans, ils risquent de rigoler parce que ça va très vite. Et je pense qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, et certainement, ce qu'on sait, c'est que ça va révolutionner beaucoup de choses, et on ne sait pas exactement ce que ça va changer, révolutionner, parce que il y a vraiment des questionnements juridiques, intellectuels, éthiques, technologiques, sur la façon de faire des films, sur les métiers du cinéma, parce que là, il y a des gens qui se disent, est-ce qu'il y aura encore des cadreurs, est-ce qu'il y aura encore des acteurs, et ça pose ce genre de questions, ce qui est quand même assez fou de se dire, est-ce qu'il y aura encore des acteurs dans 50 ans? On n'en sait rien, en fait. Et ce que je pense, moi, c'est qu'en général, quand il y a une nouveauté, il reste toujours ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que ce que je disais sur les instruments en musique, il y a toujours les violons, il y a toujours les pianos, et que ça n'empêche pas d'inventer le synthétiseur ou plein de nouvelles techniques pour fabriquer des sons. Donc, je pense que les choses se superposent, et je pense que pour l'IA, ça va être ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours l'ancienne méthode, et il y aura des aides de l'IA. Et alors, c'est compliqué de savoir, mais c'est vrai que l'IA, elle peut intervenir sur le scénario, elle peut intervenir sur la fabrication des images, sur la fabrication des sons, donc il y a vraiment beaucoup de choses, et vraiment on est au début de ça. Donc actuellement, je dirais que ça n'est pas encore apparu dans le cinéma pour des histoires de définition, c'est-à-dire que ce qu'on voit, des petits films qui existent en IA et qui sont visibles sur Internet ou à la télé, sur un écran de cinéma, ça n'est pas envisageable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un problème de définition pour un grand écran. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que ça n'est pas encore arrivé au cinéma. Mais on suppose que dans les 3 ans qui viennent, ce problème sera résolu de plein de façons différentes. Et puis, alors, sur la fabrication des images,
Il y a des logiciels, disons, qui existent aujourd'hui, des choses comme Sora, Midjourney, V02, je crois. VO2. VO2. Donc voilà, il y a plein de plateformes comme ça qui permettent aux gens de fabriquer des images animées avec de l'IA. Et on est vraiment dans les premières années d'expérimentation de ça, quoi. Mais est-ce que à la fois dans votre travail ou dans le travail d'autres cinéastes autour de vous, vous voyez déjà des personnes s'emparer de ces outils, ne serait-ce que pour des tests ou pour des parties précises de la production? Oui, parce que moi, je suis en post-production d'un nouveau long-métrage et c'est la première fois qu'on utilise de l'IA. Parce que ne serait-ce que Photoshop, par exemple, a une version d'IA. Oui. Et donc, finalement, en faisant des maquettes pour des plans où on utilise voilà, le prolongement, ce que Photoshop permet de faire. Ou, par exemple, il y a un cas de figure qui était intéressant, c'est que moi, je fais un film où il y a Claude Monet en 1872, qui peint Impression soleil levant. Et on a demandé à l'IA, on lui a demandé il y a 1 an, je dirais, je pense que c'était sur Midjourney, on lui disait, si on vous montre cette toile de Claude Monet, c'est quoi la version photographique qui a inspiré cette toile peinte? Et il y a 1 an, c'était ridicule, c'est-à-dire qu'on reconnaissait absolument rien, c'était absolument totalement absurde. Il y a 6 mois, ça commençait à ressembler à quelque chose, et là, il y a 1 mois, la personne qui fait les effets spéciaux de mon film, Cédric Fayol, a retenté l'expérience, et c'est crédible, c'est-à-dire que c'est le port du Havre en 1872, avec une lumière très particulière, parce qu'il y a le soleil en face, etc., avec des reflets dans l'eau, ça nous a servi d'inspiration pour faire le trucage qui n'est pas fait en IA, mais par contre, l'IA nous a permis de faire la maquette. Donc ça, pour moi, c'est la première utilisation de l'IA dans un de mes films, quoi. Oui, un peu dans le storyboarding ou dans le processus d'idéation, de création de... C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression, là, parce que je sors d'une séance avec des gens qui font les VFX de mon film, où je leur posais la question... ça arrive quand? Où ils me disaient, en fait, pour l'instant, ça sert à faire des storyboards et ça sert à faire des concepts qu'ensuite on fait en 3D avec les techniques entre guillemets anciennes de 3D, parce que les gens qui ont inventé les outils 3D, c'est des gens comme Lucas ou Spielberg, et c'était vraiment dans les années, je dirais, un peu avant 2000. Et donc, c'est tous les films, Jurassic Park ou tous ces films-là, qui ont inventé ce qui est encore utilisé. Donc, aujourd'hui, c'est devenu des vieilles techniques, en fait. Mais voilà, on sait qu'on va changer certainement d'outils et de technologies dans les quelques années qui viennent, mais pour l'instant, on est encore en train d'utiliser ce qu'utilisait Spielberg dans Indiana Jones et dans les premiers films où il y a des effets numériques, quoi. Oui, on parlait justement avant l'interview du petit court-métrage que je vous avais montré, qu'on a réalisé, qui se passe en 1895 et qui fait un hommage aux origines du cinéma, en particulier aux Frères Lumière. À l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, etc. Il se trouve que c'est amusant parce que le film que vous réalisez, une partie de l'histoire se passe en 1895. Oui, absolument. Ouais. Et je vous demandais justement qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui. Donc vous parliez de la résolution, du fait qu'on ne puisse pas utiliser ce type de plan. Et effectivement, je pense qu'il y a plein de limitations aujourd'hui. On peut faire des plans qui sont quand même très beaux, des plans uniques très beaux. Qui sont vraiment magnifiques, mais c'est très difficile de raconter une histoire entière avec ces outils encore. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un plan que vous avez mis dans le court-métrage où on voit un train en 1895 qui avance dans la campagne. Moi, je voulais faire ça et je me suis dit, laisse tomber, c'est trop cher, avoir un train à vapeur, etc. Et donc, typiquement ça, je pense que certainement dans les 3 ans ou 5 ans qui viennent, on pourra le faire pour un grand écran au cinéma. Bah ça, c'est le genre de choses où, oui, on aimerait bien l'avoir, mais même d'ailleurs faire un plan à la campagne. Moi, j'étais en Normandie où je filmais. Pour trouver de la campagne qui ne ressemble pas à la campagne moderne, c'est une vraie prise de tête. Donc, la campagne normande de 1895, avec les bocages, avec pas des barrières modernes, avec pas des terrains labourés modernes, etc. En fait, c'est très compliqué de trouver un paysage où on se dit c'est crédible en 1890. Paradoxalement, on a eu un peu ce problème aussi avec les images générées par le film, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, il aurait fallu avoir un historien à côté de nous pour valider chaque plan. Mais il y a beaucoup de petits anachronismes. Une campagne qui me paraît souvent un petit peu industrielle, alors que peut-être qu'en 1895, en Provence, elle l'était pas tout à fait, avec des arbres très alignés, des grands champs, des choses comme ça.
Et c'est notamment sur la lumière des scènes de nuit à Paris, une lumière très électrique par exemple, alors que je ne pense pas que l'électricité était vraiment arrivée à cette époque-là. Non, c'est des questions qu'on s'est posées nous. C'est quoi une rue la nuit en 1890 ? C'est éclairé avec des becs de gaz, et donc forcément la lumière est très différente. On ne sait même pas complètement quelle est la température de couleur, si c'est plutôt jaune, plutôt blanc. Donc il y a plein de questions comme ça où je pense que le fait d'utiliser des outils qui pourront fabriquer des rues éclairées avec des becs de gaz, par exemple, ça va vraiment changer, parce que il y a pas mal de fois où on a besoin, grosso modo, c'est des techniques de dessin animé, quoi, c'est d'animation. Et donc c'est juste de l'animation qui passe encore à un autre niveau, parce qu'on passe par une logique photographique et photoréaliste, on va dire. Mais il y a beaucoup de choses, quand on parlait des chants il y a 150 ans, ou d'une ville la nuit, ou d'un intérieur. Enfin, il y a beaucoup de choses où finalement, on pourrait avoir besoin d'inventer en fait des espaces, des images, des éclairages, et l'IA pourrait aider, disons. Oui. Je pensais à ça par exemple sur une scène de train comme ça qui arrive à travers la campagne. J'imagine que du coup le fait de ne pas le faire, ça a été motivé par le budget, la difficulté, le temps que ça prend. Je me rends pas compte combien de temps, justement, quel est le budget pour quelque chose comme ça. Il y a une scène que moi j'ai pas filmée. J'ai appris qu'il y a eu la première avenue qui a été électrifiée dans Paris, c'est l'avenue de l'Opéra. Et le jour où ils ont allumé la lumière avenue de l'Opéra, il y a eu tout Paris, enfin il y a eu beaucoup de gens qui sont venus. Il y a eu une espèce de fête. Les gens sont venus pour voir l'éclairage. Et ce truc-là me faisait complètement rêver. J'avais envie de filmer ça. Et on a budgété ça, et c'était plus de 400 000 €. Donc j'ai jeté la scène à la poubelle, parce qu'on s'est dit on va pas dépenser 400 000 € pour faire ça. Peut-être que dans 5 ans, avec l'IA, cette scène, elle devient faisable. Et en même temps, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, justement, si ça devient très facile avec de l'IA de faire des scènes impressionnantes, alors celle-là n'est pas forcément impressionnante dans le sens effets spéciaux, visuels, explosions... Non, mais elle était compliquée à fabriquer, parce que justement, on passe d'une logique éclairée par des becs de gaz à une logique d'éclairage électrique. L'éclairage électrique de l'époque, il n'est pas le même qu'aujourd'hui. Ça posait en fait beaucoup de questions de juste arriver à rendre crédible l'image, quoi. Oui. Et si justement la facilité à faire des images impressionnantes si ça devient beaucoup plus accessible, est-ce que vous pensez que justement il ne va pas y avoir un besoin de se démarquer de la part du cinéma, par des choses peut-être plus simples, avec plus de sensibilité? Ça c'est de toute façon, alors ça c'est l'autre versant d'une part, on ne sait pas ce que l'IA va faire, et puis une fois que l'IA sera là, il y aura des espèces de retours en arrière, de la même façon que quand la caméra numérique est arrivée, il y a des gens qui sont accrochés à la pellicule et qui ont dit la vraie image, c'est la pellicule, etc. Et donc il y a beaucoup de films où, quand je me rappelle Kassovitz qui a fait La Haine, il a dit je voudrais faire un film en noir et blanc. Tout le monde lui a dit pourquoi tu veux faire un film en noir et blanc? Et puis il a fait La Haine en noir et blanc, et même si ça paraissait incongru à l'époque de faire ça, c'est possible, quoi. Et donc il y a toujours des réactions au fait qu'une nouvelle invention amène un progrès, on va dire, ou en tout cas une découverte de nouvelles images, et une réinvention de ce qui existait avant. C'est-à-dire qu'on peut réutiliser les choses qui existaient avant, et c'est vraiment le cas de la musique est vraiment intéressant, parce que c'est pas parce qu'on invente le synthétiseur que on ne peut pas faire une pièce pour violon et mélanger le synthétiseur et le violon, et que la création, elle est soit avec le synthétiseur seul, soit avec les deux, soit avec que le synthétiseur. Donc ça ouvre des voies, en fait. Ce qu'on observe, nous, c'est exactement ça, même dans ce moment où l'IA est encore balbutiante et on ne sait pas exactement ce que ça va donner. On voit qu'il y a beaucoup de potentiel, et ce qui est vraiment en train d'émerger, en tout cas pour l'instant, parmi les cercles qui s'y intéressent, tous les créatifs, les techniciens, c'est vraiment ce qu'on appelle des workflows, donc des façons de chaîner un peu des outils, et donc des outils d'IA, par exemple un modèle qui va comprendre la profondeur d'une image, un autre qui va faire l'habillage de textures en partant de cette profondeur, un autre qui va animer l'image. Enfin, voilà, on peut chaîner de façon assez complexe des différents modèles d'IA, différents modules, mais aussi des workflows qui sont hybrides, en fait, dans le sens où toutes les autres techniques viennent s'ajouter là-dessus. Par exemple, en fonction des besoins du projet. Mais par exemple, un acteur qui va animer
une sorte de marionnette finalement qui peut animer grâce à de l'IA, puisque c'est l'IA qui fait la transition entre ses mouvements, les mouvements de son visage, ses expressions, et le personnage qui est sur l'écran, mais qui est animé grâce à la vraie performance d'un acteur, comme on l'aurait fait avec du motion capture dans du cinéma à des années. Ou dans l'animation. L'animation, il y a beaucoup d'animations qui partent d'un acteur et qui gardent par exemple le lip sync des vrais acteurs. Donc, c'est sûr qu'on peut partir du dessin pur ou de partir d'un acteur et le transformer en dessin après. Toutes ces techniques, justement, évoluent. Enfin, tout évolue très vite, en fait. Et je repense à ça s'applique à plein d'autres plans possibles, mais justement, ces plans des becs de gaz qui s'allument, de l'éclairage qui arrive à Paris, du changement d'éclairage, etc. Comment ça impacte la profession ? Dans le sens où c'est vrai que là, si demain vous avez la possibilité de faire ça avec de l'intelligence artificielle, dans quelle mesure après je pense qu'on est tous responsables de ça, c'est pas simplement le cinéaste qui fait son choix de dire je vais passer par l'IA ou je vais passer par une équipe de production traditionnelle, parce que c'est aussi le consommateur, le public du film qui va voir le film, c'est à plein de niveaux, mais comment vous, en ayant un choix finalement direct sur tout ça, vous voyez ça sur l'impact que ça va avoir sur certaines professions et peut-être éventuellement sur la vôtre? Ça c'est une grande question parce que y a plusieurs questions dans cette question-là. Il y a d'une part ce qui nourrit l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de questions éthiques, juridiques qui se posent là-dessus, sur le fait que plein de gens considèrent que c'est du pillage des images précédentes, et donc il y a toute une question de savoir, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont éthiques et disons, quand ils font de l'IA, ils partent des images qu'ils ont créées et ils font de l'IA avec que les images qu'ils ont créées en tant que source. Sinon, il y a l'IA qui existe en fonction de toutes les images qu'ils ont ingurgitées et comment les plateformes utilisent ces images-là pour en créer des nouvelles. Il y a vraiment une question éthique. Moi, je parlais avec des artistes qu'on avait rencontrés ensemble où je leur posais la question comment ils résolvaient Obvious, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, ce que j'ai trouvé intéressant dans leur discours, c'est qu'ils disaient à partir du moment où une plateforme d'IA a pillé 1 milliard de données ou d'images, on peut plus parler de pillage. C'est-à-dire que c'est plus du vol, en fait. Alors là, ça, c'est la vraie question pour moi. C'est est-ce que effectivement on vole voilà, de toutes les images qui ont été ingérées, ou est-ce que à partir du moment où il y en a 1 milliard, ben en fait c'est tellement un algorithme étrange qui fabrique des images à partir de Claude Monet et un photographe et une photo de mode et que du coup l'image, ben effectivement, elle est plus volée des gens, elle est juste composée d'une façon. Donc ça, c'est une vraie question. Je pense ne pas être tout à fait d'accord avec eux là-dessus, dans le sens où il y a quand même une possibilité grâce à ces modèles, et on le voit beaucoup en musique. Après, bien sûr, quand on utilise les plateformes, ils essayent d'empêcher d'utiliser le nom de tel ou tel artiste, mais de temps en temps, on arrive d'ailleurs à contourner ça, et on peut recréer quand même de façon assez fidèle le style d'un artiste. Bien sûr, c'est pas extrêmement fidèle, ça ne serait pas en production, etc. Mais on peut capter quelque chose de l'essence d'un artiste. Ça n'empêche pas d'en faire quelque chose de nouveau si on le croise avec des nouveaux concepts et tout. Donc peut-être qu'on se le réapproprie de cette façon-là. Mais je trouve que là-dessus, il y a un petit côté pillage. Là où je suis d'accord avec eux sur la masse de données, c'est vrai qu'on pourrait dire, par exemple, imaginons qu'on ait un plan de Scorsese qui rentre, comme c'est sûrement le cas, ou les vôtres aussi, dans certaines données d'entraînement de modèles comme Midjourney, comme VO2, etc. Il y a différentes dimensions dans ce plan. Il y a la dimension qui est purement votre propriété intellectuelle, ce que vous avez créé, ce qui fait votre style. Et il y a aussi, grâce à la quantité d'images qu'on a et les croisements que l'IA peut faire avec entre ces images, le fait qu'elle comprenne la composition générale d'un plan, qu'est-ce qu'est un plan cinématographique, où se trouve le personnage, la règle des 3/3, enfin, toutes ces choses-là qu'elle va un petit peu inférer à partir d'une masse d'images et qui n'appartiennent pas forcément à Scorsese, à Cédric Clapiche. Non, bien sûr. Ce qui est troublant, c'est qu'en connaissant les différents logiciels, Midjourney, en donnant le même prompt, si on donne le même prompt à Midjourney, à Sora et à VO2, ils vont donner des images extrêmement différentes. Donc il y a aussi cette notion où qui est le créateur, qui est l'auteur de cette image. Est-ce que c'est la personne qui a fabriqué les algorithmes, etc. Donc ça pose vraiment beaucoup de questions et je crois qu'on est en train de découvrir cette problématique. Donc personne n'a de réponse actuellement. Ce qu'on sait, c'est que ça va très vite
Et l'autre question éthique qui se pose, c'est effectivement sur la disparition de certains métiers, c'est-à-dire à partir du moment où on peut fabriquer une pub où il y a des images qui se passent en Inde, puis en Italie, et qu'il y a des plans d'hélicoptères et tout ça, et que tout ça coûte 500 €, il n'y a pas le pilote d'hélicoptère, il n'y a pas le cadreur de drone, il n'y a pas... Et d'ailleurs, même, j'irais peut-être un peu plus loin que ça, il y a même la question presque de souveraineté, dans le sens où en France, on a cette exception culturelle sur la culture, le cinéma est pas mal protégé, et on a un cinéma qui est quand même très fort et qui rayonne à l'international. Mais c'est vrai que si on prend pas ça en compte, le fait qu'aujourd'hui on peut créer des images avec des modèles d'IA dont parfois les entreprises sont étrangères, les serveurs sont situés à l'étranger, et aux États-Unis, qui est un pays en plus dont on s'éloigne de plus en plus potentiellement, on a non seulement ces professions qui, oui, peuvent se faire balayer, mais en plus on n'est même plus maître de l'outil de production. Vraiment, Non, c'est pour ça qu'on est en découverte de tous les problèmes qui sont liés à ça. La seule chose tangible, c'est que, par exemple, les gens qui doublaient des acteurs américains, Tom Cruise, Scarlett Johansson, qui sont français, qui faisaient toujours la voix de ces acteurs-là, c'est les premiers qui ont réagi en disant, voilà, nous, notre métier risque de disparaître, parce qu'il suffit d'avoir une voix synthétique qui fait toujours Scarlett Johansson, et que du coup on lui écrit les textes en français et qu'elle va avoir une voix. Alors soit on imite Scarlett Johansson, soit on prend l'actrice qui a fait ça, mais on va le faire de façon synthétique, comme la voix de Siri. Ça, c'est déjà là, quoi. Donc eux, ça a été les premiers impactés au niveau vraiment licenciement, et donc au niveau social et au niveau des changements de... Et donc ça, c'est déjà là. Parce que j'avais l'impression qu'ils avaient été les premiers à réagir, mais qu'il n'y avait pas forcément eu un impact, dans le sens où... Alors, il y a toujours des acteurs qui le font, mais tout le monde suppose, et c'était la grève aux États-Unis, elle était liée à ça aussi, c'était de dire, là, c'est en train d'arriver. Et c'est en train d'arriver déjà là. Et, mais ça, enfin, moi, je vois à quel point c'est une problématique qu'on a voilà, je suis en train de faire la post-production d'un film. Quand on a un acteur qui a raté une phrase, où il y a un autre acteur qui parle par-dessus, où il y a un klaxon, et que du coup, soit on le fait revenir, soit on écrit la phrase et il y a un logiciel qui permet d'avoir l'ADN de la voix d'un acteur et qui recompose. S'il nous manque le mot savon, voilà, au lieu de le faire revenir, on fait dire à la machine savon avec la voix de tel acteur. Donc ça, c'est là, quoi. Et ça, c'est une vraie question sociale, parce qu'on ne va pas faire revenir l'acteur, donc il ne va pas avoir un cachet supplémentaire, etc. C'est comme si petit à petit, l'espace entre l'écriture et la post-production, enfin tout ce qui est entre l'écriture et la post-production se rétrécissait en quelque sorte. Absolument, c'est-à-dire que vraiment, enfin, de toute façon, moi j'ai vu l'arrivée de l'ordinateur dans notre métier, et puis il y a un moment où les gens du son, ils avaient un ordinateur, les gens du générique, ils avaient un ordinateur, les gens de l'image, ils avaient un ordinateur. Et moi, j'ai vu ce moment-là où tout était finalement conçu. C'est-à-dire que nous, l'étalonnage, on le fait avec un logiciel d'image. Le mixage, on le fait sur un logiciel de son. Tout est numérisé. Et ça, c'est depuis pas longtemps. C'est depuis 15-20 ans. Donc ces changements-là, voilà, ça c'est l'étape supplémentaire qui va faire que tout ce qui est artificiel, en tout cas géré par ordinateur, va encore être plus performant, quoi. Est-ce que la numérisation, justement, elle a changé quelque chose à la structure ou à la taille des équipes? Parce qu'on a l'impression que l'IA va le faire, mais peut-être que... Alors c'est ça qui est bizarre, c'est que par exemple, c'était vraiment les premières réactions des monteurs au moment de l'arrivée du montage sur Avid, montage numérique, c'est qu'on pensait qu'on allait aller plus vite, et en fait les temps de montage sont les mêmes que quand moi j'ai commencé. Alors que vraiment la manipulation, elle va beaucoup plus vite aujourd'hui. Mais en fait, le temps de réflexion... Vous connaissez ce paradoxe en économie, le paradoxe de Solow, qui dit que les ordinateurs sont présents partout, dans la presse, dans tous les métiers, etc. Mais sauf dans les chiffres de productivité. On ne voit pas, contrairement aux autres révolutions industrielles, l'impact de l'informatique sur la productivité. En tout cas, il est très difficile. Donc c'est assez amusant. Mais c'est assez compliqué de quantifier ou de voir l'impact de ça. Et c'est vrai que sur le temps de montage, c'est un peu impressionnant, parce qu'on ne monte pas du tout de la même façon que quand on montait en pellicule.
Et c'est beaucoup plus sophistiqué, je dirais, parce qu'on fait des essais, on voit qu'un truc marche pas, on le refait. Il y a pas, avant défaire quelque chose quand c'était collé avec de la pellicule, c'était vraiment compliqué. On prenait une image, on disait ah, tiens merde, on peut plus reconstituer le plan. Il y avait vraiment des choses compliquées à faire, alors que maintenant on le fait en 2 secondes. Mais globalement, le temps de montage est le même. Et ça, c'était Jacques Audiard qui m'avait dit ça, et c'est drôle parce que il m'avait dit personne n'a fait l'étude de comment les scénarios ont changé depuis qu'on écrit sur ordinateur. Et je trouve que la question, elle est vraiment intéressante parce que moi, j'ai commencé à écrire avec un stylo, quoi. Il y a un moment, j'ai lâché le stylo et j'ai écrit. Au début, j'avais un Mac, enfin, j'ai toujours un Mac d'ailleurs. Et j'ai eu toutes les générations de Mac qui existent depuis les années 80. Et je pense qu'on écrit d'autres histoires. Et je pense que le cinéma contemporain, clairement, il est lié au fait qu'on écrit sur un ordinateur, qu'il y a le copier-coller, qu'il y a une autre façon d'organiser son cerveau, etc. Donc, ça serait intéressant de voir à quel point l'ordinateur a changé la façon d'écrire, quoi. Mais donc, pour revenir à ça, l'IA, ça va être encore un changement avec ça. Parce qu'il y a ça aussi, on n'a pas parlé de ça. Tous les logiciels qui existent, qui commencent à exister sur l'écriture du scénario, ça, c'est le truc auquel je crois le moins. Mais encore une fois, les gens, dans 3 ans, c'est celui qui m'intéresse le moins, mais je suis d'accord avec vous, on sait jamais en fait. On sait jamais, et puis là, moi j'ai l'impression que l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, n'est pas une intelligence, et que il faut faire attention à la bêtise naturelle de l'être humain. Parce que moi je pense que des gens comme Bong Joon-ho, comme Jacques Audiard, le cinéma contemporain, même les films genre Barbie, qui sont des grosses machines hollywoodiennes, ça ne peut pas être inventé par un outil artificiel. C'est-à-dire que c'est vraiment la bizarrerie du cerveau humain qui crée, et avec en plus, est-ce qu'on est plusieurs scénaristes, est-ce qu'on y a un scénariste, cette complexité de l'esprit humain, et cette façon de contourner les règles aussi, parce que moi je comprends la logique des algorithmes qui décomposent un récit et qui disent voilà, en fait le climax ça arrive toujours à peu près aux 3/4 d'une histoire, puis ensuite il y a la résolution et ça se termine machin et puis ils s'embrassent à la fin. C'est-à-dire que quand on est dans une logique hollywoodienne, c'est assez facile de se dire finalement un outil robotisé va pouvoir comprendre la logique narrative et fabriquer du récit. Ou en se disant, voilà, il y a l'exposition, et donc il faut dire le machin des personnages, et donc du coup, quand on étudie tous les films qui existent, on arrive à trouver des structures narratives, etc. Mais en fait, non. Et ce qui est fou, et c'est encore plus vrai en musique, c'est pas parce qu'on crée des outils d'IA qui fabriquent en se disant voilà, ça c'est un tube, et donc les tubes, il y a toujours couplet, refrain, nanana. Non, en fait, personne n'a trouvé la recette. Donc, moi, je crois beaucoup à ça, sur le fait que c'est pas parce qu'on fabrique l'algorithme qui trouve le truc miraculeux qu'on va trouver le truc miraculeux. Oui. J'irais même peut-être un peu plus loin. Imaginons même qu'on puisse faire des films, des scénarios, des histoires d'un même niveau dans un processus complètement ou quasiment complètement automatisé, complètement fait par une machine. Est-ce que ces scénarios auraient la même valeur? Par exemple, un processus assez amusant qu'on observe, alors, c'est pas de l'art, mais c'est aussi une activité humaine, une haute activité intellectuelle et proprement humaine jusqu'il y a peu de temps. Sur le jeu de Go, Google a fait un algorithme qui a battu le meilleur joueur dès 2016. Voilà, donc c'était un joueur coréen, et depuis, les algorithmes d'intelligence artificielle sont meilleurs que l'homme au jeu de Go. Et pour autant, ce que les gens observent, et ce qui est intéressant effectivement comme observation, c'est que non seulement déjà l'intérêt pour le Go de la part des êtres humains c'est accru, il y a plus de joueurs, il y a des joueurs qui jouent en ligne, il y a plus de compétition, donc ça a mis un coup de projecteur sur le jeu de Go. Mais en plus, les gens ne regardent pas des parties entre IA. Alors que théoriquement, enfin même pas que théoriquement, les meilleurs joueurs aujourd'hui sont des machines. Et ils préfèrent quand même regarder des êtres humains, donc qui ont sûrement leur histoire, leur intention, auxquels on peut s'identifier, parce qu'il y a il y a cette similitude avec ces êtres humains, on ressent les mêmes choses, les mêmes émotions, et on peut se dire, ces gens-là, pour arriver à ce niveau-là, peut-être qu'ils sont un peu faits différemment, peut-être que génétiquement, peut-être que dans leur famille, ils ont été élevés pour être des champions de jeu de Go,
mais ils sont passés à peu près par les mêmes étapes que moi. En tout cas, ils ont eu l'abnégation peut-être pour apprendre. Non, je pense qu'il y a la même chose effectivement avec un scénario, avec une histoire où en fait on a besoin du rapport d'une part à la réalité, et donc le rapport photographique, c'est-à-dire que voilà, on est dans une pièce, on fait une photo de cette pièce-là, et le rapport à la réalité, on en a besoin, même si on adore Star Wars et Fast and Furious où il n'y a pas grand-chose de réel. C'est-à-dire qu'il y a un goût actuellement à Hollywood sur le fait d'aimer tout ce qui est fantastique, les Marvel, Game of Thrones, où on essaye de sortir de la réalité. Mais il y a toujours un moment où on a besoin de la réalité, soit d'un lieu, soit d'une personne, et où c'est vrai qu'en France, on est attaché à regarder le réalisme, quoi. C'est-à-dire que la littérature française, elle est beaucoup sur la réalité sociale, la réalité psychologique, les gens comme Zola, Flaubert, Balzac, enfin toute notre richesse culturelle, elle est liée sur des gens qui ont eu une acuité à observer la réalité. Et donc ça, moi je dirais que ça lutte contre l'IA, sur le fait que on aura toujours besoin de revenir à ce que tu disais sur la chair d'un être humain, quoi. Ouais, sur ce rapport IA-réalité, il y a un ami historien qui a écrit un super article qui dit finalement avec l'IA, on revient au monde d'avant, alors ça doit être avant 1843 ou avant 1827, enfin avant l'invention de la photographie, puisque le rapport à l'image n'était pas forcément un rapport de réalité en fait. Avant que la photographie arrive, la photographie a quand même instauré un rapport de réalité entre l'image photographique et enfin une présomption en tout cas de réalisme et de réalité. Alors qu'aujourd'hui, l'IA brouille les pistes, et donc on revient un peu à cette idée que n'importe quelle image, comme à l'époque où la peinture était peut-être la façon la plus réaliste de représenter la réalité, n'importe quelle image peut être le fruit d'une mise en scène, d'une intention, d'une transformation. Mais ça, c'est vraiment pour moi un des points importants de notre époque, et on le découvre parce que Trump est le premier président qui est accompagné de fake news. C'est-à-dire qu'en fait, il dirige avec des fake news. Et c'est vraiment fou de voir à quel point faire confiance à un homme politique, une politique, faire confiance à Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde, celui qui a un réseau social où il fabrique des trucs et on ne sait pas trop si c'est vrai, pas vrai, tout ça. C'est une nouveauté, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, même si on sait que la vérité, elle est compliquée à appréhender, il n'y avait pas l'usage du faux. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en allant de plus en plus vers des outils qui permettent de saisir la réalité, bizarrement, on est dans l'époque qui fabrique le plus de faux, en fait. Et dans les informations, la politique, c'est des choses où on a besoin d'avoir du vrai, quoi. Surtout, on a effectivement plus de base commune, il y a des réalités presque parallèles qui coexistent. Et les gens sont plus capables de se mettre d'accord sur une réalité commune à partir de laquelle ils pourraient avoir des idées différentes. La divergence se fait très profondément dans les idées, finalement. C'est sur la vision même de la réalité. Mais par contre, alors artistiquement, parce que moi, mon film parle de ça, je parle beaucoup de l'impressionnisme, et pour moi, l'impressionnisme est né parce que la photographie était née peu de temps avant. La photographie, ça date de 1830 à peu près. Et l'impressionnisme, ça arrive en 1870. Et je pense que l'arrivée d'un outil qui permet de capter la réalité, ou en tout cas de reproduire la réalité, a poussé la peinture à pas être juste mimétique par rapport à la réalité. Et donc l'impressionnisme était une espèce de départ par rapport à la représentation réelle. Et ensuite, il y a l'abstraction qui va encore plus loin et qui fait que notre tableau n'a pas besoin de représenter la réalité. Donc ça c'est vrai que artistiquement, dans l'histoire de l'art, le fait d'avoir des outils qui permettent de montrer la réalité mieux que la peinture de l'époque, ça a poussé la peinture à aller voir ailleurs. Quoi. Ce serait intéressant de savoir si l'IA devient effectivement dominante pour raconter des films type cinéma actuel, ce que deviendra que feront les gens avec des caméras qu'on n'imagine peut-être même pas aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça va bousculer le cinéma en tout cas et la musique, parce que il y aura des créations faites avec de l'IA et ça va pousser les gens qui ne veulent pas utiliser l'IA à aller ailleurs. Quoi. Il y a un autre impact que je pense qu'on peut anticiper qui est très intéressant, c'est aussi cette idée que quand ces outils petit à petit vont arriver dans les mains
tout un chacun à travers le monde, des jeunes, des moins jeunes, tout créateur qui en fait aurait une histoire à raconter, une idée à raconter et n'aurait pas eu accès à des financements, n'aurait pas été capable de monter une équipe de tournage, aurait peut-être des idées qui politiquement seraient peut-être pas alignées sur celles de son pays ou celles des médias dominants, des éditeurs, des producteurs. On peut peut-être s'attendre aussi à une explosion des différents types de récits, des esthétiques, et même en tant que spectateur d'être noyé sous le contenu et d'avoir du mal à faire émerger la qualité là-dedans. Mais du côté producteur, créateur, le fait que beaucoup de barrières sautent finalement et qu'il y ait peut-être des choses inquiétantes même qui en sortent parce que des idées qui auraient pu être peut-être un peu contenues, censurées, puissent aussi se répandre, même en restant dans certains cercles, quoi, mais en touchant une partie de la population. Et qu'en même temps, parmi ces idées, c'est un peu l'idée du bon grain et de l'ivraie, qu'on ne peut pas vraiment les séparer, parmi ces idées un peu folles, peut-être qu'il y a les futures révolutions artistiques, politiques. Bien sûr, moi je trouve que ça se voit un peu dans l'architecture. Je suis beaucoup sur Instagram des architectes qui utilisent l'IA, et du coup, forcément, ils inventent des bâtiments qui sont beaucoup plus dingues. Pour l'instant, la plupart de ces gens sont que dans de la création d'images. Mais parfois, je connais certains architectes qui ont fait des esquisses ou des bâtiments, des espèces de visualisation 3D de leurs bâtiments en IA, et puis ils arrivent à le construire. Mais c'est vrai qu'un architecte, par rapport à ce qu'on disait sur le rapport au réel, il y a un moment, il faut que ça devienne un bâtiment qui tient debout, et il y a des gens qui vont vivre là-dedans. Donc, il est obligé d'avoir un contact avec le réel. Avec le financement, avec comment on fabrique ça, la technologie, parce que c'est vrai que quand on fabrique une maison qui est comme ça, faut arriver à fabriquer des pièces qui vont se joindre, disons, et on n'est plus dans la logique du Lego avec des briques et des trucs simples. Donc, c'est intéressant de voir comment les architectes utilisent l'IA, parce que c'est déjà utilisé, disons. Et donc, ça fait évoluer toute la chaîne derrière moi j'ai vu des bâtiments où c'était par exemple, il y avait un toit en tôle, et en fait, c'est la courbure de la tôle qui fait des trucs comme ça, et où faut juste arriver à dire, voilà, il y aura 100 pièces en tôle, et chaque pièce, justement, il y a une machine-outil qui est fabriquée également avec un outil d'intelligence artificielle, et qui arrive à plier la tôle de façon à ce que les pièces du puzzle s'associent entre elles ensuite. Et ça fait évoluer plein de métiers derrière, quoi. Oui, je pense qu'il y a effectivement toutes ces évolutions qui sont absolument passionnantes. Je pense aussi, là, pour revenir sur la difficulté aujourd'hui de créer des histoires avec de l'IA, c'est intéressant de voir les différences qu'il y a entre les processus de production classiques, où des choses sont très simples à faire, comme je vous en parlais tout à l'heure, des champs contre champs, et par rapport au film qu'on a réalisé, on a eu pas mal de sollicitations. On a parlé avec des petits réalisateurs un peu partout à travers le monde, dont ce Texan qui avait réalisé son propre film, et on s'extasiait en fait ensemble avec ce gars-là sur le fait qu'on puisse qu'il ait réussi en fait à faire des champs contre champs à peu près crédibles. Voilà, je sais pas si c'est sûr que quand on voit les difficultés de fabriquer un film qui raconterait un récit, c'est vrai que le champ contre champ, il y a vous, puis moi, et qu'on monte les deux plans et on sait qu'on est face à face, qui est une espèce de base du cinéma, ou le fait qu'il y ait un personnage qu'on suit et qu'on va le voir de dos, de face, et avec les différents angles, en fait, l'IA, elle a du mal à faire ça. Et ça, c'est vraiment des choses de base pour fabriquer un récit filmique. Mais on sait que ça va être résolu dans quelques années. Donc, c'est drôle de voir là où l'IA a du mal. Et puis aussi comment on résout les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a les problèmes, quand on a un problème, forcément on le résout. Je vois dans les personnages en IA il y a beaucoup de sites sur Instagram où on commence à voir des faux personnages fabriqués. Voilà. Et où de temps en temps ils ont des pieds tout petits, où ils croisent les jambes, et puis c'est un truc qui est impossible. Et où il y a vraiment un truc qui fait que l'image est absolument parfaite au niveau photoréalisme, mais il y a un truc bizarre. Et on est dans ce
moment-là où, pour l'instant, on est très très proche d'être très... où on peut penser que c'est une image vraie, et qu'en fait, il y a quelque chose qui est Je trouve que quand on voit, et on peut être content de certaines images parfois qu'on fait en IA, même de la façon dont on les enchaîne, on fait un récit, et quand on regarde un film après, on se dit, oh là là, l'espace qu'il y a encore à parcourir pour avoir quelque chose qui a même le même grain, la même qualité, quelque chose de moins... parce qu'il y a aussi ce côté appauvrissement un peu esthétique avec l'IA qu'on peut observer, des choses un peu moyennes, même moyennes tout en étant belles aussi parfois, mais en fait avec moins de personnalité. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a quand même un écart. Après, moi je me rappelle les premiers films d'animation, les Pixar par exemple. Moi, au début, j'aimais pas Toy Story, le côté très lisse des personnages, parce que c'était le début de la 3D, donc du coup il y avait vraiment une espèce d'esthétique qui était toujours la même si c'était différent. Puis ensuite, ça a beaucoup évolué. Là, aujourd'hui, ça a vraiment beaucoup évolué. Et puis, ça a créé une esthétique. C'est-à-dire que Toy Story, finalement, moi, au 4, finalement, je commençais à aimer l'esthétique. Donc, il y a ça aussi, c'est que ça va créer des nouvelles images. Je pense que ça va créer une esthétique, et effectivement, que des gens vont... une esthétique qu'on n'aime peut-être pas, que tout le monde n'aime pas aujourd'hui, mais si certaines personnes grandissent avec, ils vont avoir des souvenirs avec cette esthétique, ça va marquer une époque. Et il y a aussi un concept, peut-être vous ne le connaissez pas, mais je pense que si vous expérimentez un peu plus avec l'IA, ça vous parlera peut-être un peu plus, parce que vous parliez de ce côté un peu prévisible, notamment dans l'écriture de scénario, le climax qui arrive à tel moment, les personnages qui s'embrassent, etc. Finalement aussi cet appauvrissement un peu esthétique ou dans le style, ça revient un peu à ce côté faire une sorte de moyenne. Il y a une autre façon de voir aussi les choses, je trouve, pour avoir quand même beaucoup pratiqué ce type d'outils et en parler avec d'autres artistes. Quand on regarde à l'intérieur du modèle, la façon dont il se représente les informations, on appelle ça, et les concepts, et la façon dont il les croise et il les place dans un immense espace multidimensionnel, presque une infinité de dimensions, à des milliards de dimensions, on appelle ça l'espace latent. Et en fait, dans l'espace latent, on peut presque se balader et trouver des images dans un style, faire un pas de côté, trouver des images qui ressemblent, où le sujet est à peu près le même, mais le style change un peu, où en fait on peut se balader un peu dans toutes les dimensions d'une image, et il y a vraiment un côté exploratoire et un côté où le réseau de neurones artificiels qui constitue l'IA, on a l'impression qu'il capte quand même de façon à la fois un peu mécanique mais aussi parfois un peu organique quelque chose de l'inconscient collectif et de toute l'iconographie qu'on peut avoir. Mais quand même, parce que je suis d'accord avec ce que vous dites, mais dans le principe de départ de l'IA, qui est de rassembler beaucoup de données et de fabriquer des choses, il y a quand même une logique algorithmique sur le fait de faire comme, de se dire il y a une structure narrative, on va essayer de ressembler, ou il y a un personnage, un être humain s'est fait comme ça, donc on va faire ça. Quand on est un créateur, et je parle des autres, si on s'appelle Almodovar ou Rebecca Zlotowski ou Orson Welles, ou en fait, nous, on veut pas faire comme. Et on veut faire ce qu'on amène. Et donc, du coup, on veut faire différent, en fait. Et donc, ça, c'est pas la logique de l'IA. Parce que la logique de l'IA n'est pas de comment on va faire un algorithme, il va faire différent. Et si on s'appelle Picasso, on va faire vraiment différent. Et donc, je pense que dans le point de départ, la création, en fait, l'IA, c'est un outil. Et donc, ça peut permettre, si Picasso ou si David Hockney a de l'IA, il y a des chances que ça crée des nouvelles images. Mais l'IA en elle-même, elle va pas créer des nouvelles images. Elle va être au service d'un cerveau humain qui, lui, cherche à faire différent. Et donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir au fait que l'IA, c'est un nouvel outil et que c'est pas un outil de création. C'est comme le marteau. Le marteau ne crée rien. C'est comme le marteau, quoi. Et par contre, ça peut permettre d'enfoncer des clous. Mais c'est un outil très sophistiqué. C'est un outil qui peut quand même avoir... Alors, c'est pas ma vision d'ailleurs préférée de l'IA, mais c'est quand même la direction dans laquelle ça tend quand on écoute les discours des boîtes qui développent ça et des individus qui sont derrière. Quand même dans l'idée d'avoir une agentivité et donc d'avoir presque une intention, en tout cas d'avoir une autonomie. Oui, moi je sais que Buisson, là, qui a fait le film Drone, a été interviewé là, il y a quelques jours sur
sur l'usage de l'IA dans son film Drone, où il disait qu'il avait fait appel, alors je sais pas si c'est ChatGPT ou un logiciel d'écriture, je sais pas, et où ça le challengeait dans son écriture, parce qu'il visiblement il a dû écrire seul, et puis en fait il disait c'était presque comme un autre scénariste où finalement je lançais des idées, et puis du coup ça me donnait d'autres idées parce que il me disait ah bah tiens il pourrait y avoir une évolution comme ça, enfin il racontait un truc comme ça. Et oui, je pense que ça sert à faire du ping-pong, et de la même façon que moi, là, sur le film qu'on a écrit avec Santiago Amigorena, mon scénariste, on se renseigne sur qu'est-ce que c'était les impressionnistes en 1870, en 1890, la vie à Paris en 1800. On est tout le temps sur Google, en fait. C'est-à-dire qu'on va googler des trucs, on va lire des romans qui sont de cette époque-là. Et donc, finalement, l'IA participe de cette effervescence de poser des questions, et on peut poser des questions à ChatGPT pour se dire, voilà, sur un truc très précis, justement, savoir quand a été l'électrification des rues de Paris, ou des choses comme ça qui sont très... Alors, il y a toujours le problème qu'il peut inventer c'est bien pour avoir de l'inspiration, mais il peut quand même inventer des informations. Alors, c'est tout le problème. C'est que... Mais ça, c'est vrai avec Wikipédia aussi. C'est-à-dire qu'on sait que Wikipédia, ben, voilà, c'est à peu près vrai, mais pas complètement, quoi. Mais donc voilà, là aussi, ce sont des outils pour réfléchir, pour faire des espèces de ping-pong intellectuel, y compris en termes d'image, hein, parce que je sais qu'on cherche tout le temps, si on se dit, voilà, c'est quoi une maison au bord de la mer en 1890 en Normandie, ben voilà, il y a une image qui sort. Donc ça, c'est vraiment intéressant en tant que créateur de se dire, j'ai des outils qu'il n'y avait pas il y a 10 ans et qui sont... qui étendent en quelque sorte mon imagination. C'est ça, qui permettent d'aller plus vite, quoi. Mais qui, en même temps, peuvent, si on imagine cette maison qui nous donne la maison, peut-être qu'on aura une maison plus générique que si on avait fait nous-mêmes la recherche et qu'on était tombé sur une vieille photo, ce qui n'empêche pas de commencer par l'IA et de tomber ensuite sur une vieille photo. Mais le côté justement arbitraire, on a plusieurs méthodes de recherche, finalement, c'est ce côté arbitraire qui est intéressant. Oui. En préparant l'interview, je me suis intéressé à vos premiers films que j'avais jamais vus. Un film, je ne savais pas que vous aviez étudié à NYU d'ailleurs, le cinéma, In Transit, et ensuite Ce qui me meut. Donc ça fait un hommage à l'un des pionniers du cinéma et de la photographie, Étienne Jules Marais. Et il y a dans certaines images, je pense tirées d'Étienne Jules Marais, ou en tout cas inspirées d'Étienne Jules Marais, qui sont présentes dans les extraits que j'ai pu voir du film, vraiment des silhouettes de squelettes. En fait, quand on prend un personnage et qu'on en dresse le squelette avec toutes les articulations pour comprendre la façon dont il s'anime, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on voit aujourd'hui dans justement des modèles d'IA qui permettent de faire en gros de la motion capture. C'est les mêmes images à 150 ans d'écart. Non, c'est drôle parce qu'Étienne Jules Marais, en fait, c'est vraiment celui qui a inventé en fait, il a inventé vraiment la caméra que ensuite les frères Lumière ont améliorée. C'est-à-dire qu'ils ont inventé notamment la pellicule perforée. Il a une pellicule qui glissait, ça marchait pas aussi bien. Mais en tout cas, c'est lui qui a donné la boîte qui a ensuite servi aux frères Lumière pour faire la première caméra. Et donc, c'était un scientifique, il étudiait le mouvement, donc le mouvement humain, le mouvement chez les animaux. Avec Muybridge, il étudiait beaucoup le galop du cheval. On comprenait pas exactement ce qui se passait avec les pieds du cheval au galop. Oui, c'est ça, les dessins. Même, il a fait des découvertes scientifiques parce que je crois que les dessins qu'on faisait à l'époque de la représentation du galop, le cheval avait les pieds en avant et en arrière à un moment donné. Alors qu'en fait, quand on a découvert grâce à ces images, c'est marrant parce qu'a priori, on ne le savait pas avant. En tout cas, c'était pas une vérité scientifique. Ouais, c'était vraiment que la photographie qui a permis de montrer que voilà, les pieds sont pas dans la même direction à un instant donné. Et donc, c'est vraiment ces découvertes scientifiques qui ont ensuite nourri d'ailleurs beaucoup d'artistes, hein, parce que il y a Deschamps, il y a plein Duchamp, je veux dire, qui a utilisé ça. Il y a beaucoup d'artistes abstraits ensuite qui ont utilisé ces photos. Donc, c'est drôle de voir les ponts qu'il y a entre des recherches scientifiques et de voir comment ça devient ensuite un objet artistique. Et d'ailleurs, j'ai l'impression, en regardant les extraits du film que vous avez réalisé, donc il y a bien longtemps, Ce qui me meut, lui, il faisait déjà des films en couleur, il avait déjà une capacité... Non, ça c'est vraiment ça c'est une fake news. D'accord, ok. En fait, non, je raconte qu'effectivement qu'il a inventé le film en couleur, mais c'est faux. En fait, la photo couleur, c'est Louis Ducos-Duron, c'est encore un Français.
Il me semble que c'est 1850, ça arrive 20 ans après la photo en noir et blanc. C'est très tôt, c'est-à-dire que c'est vraiment bien avant 1900. Et donc ça a donné tout ce qui a été les autochromes, et les frères Lumière en ont fait beaucoup. C'est-à-dire que c'était des photos, alors bon, c'était de la fécule de pomme de terre qui était impressionnée et qui donnait de la couleur. Et c'est vrai que la photo couleur de cette époque-là, elle ressemble pas du tout à la photo couleur d'aujourd'hui, encore moins numérique. C'est un peu ce qu'on voit à la Fondation Albert Kahn aussi. Absolument, il y en a beaucoup à la Fondation Albert Kahn, mais c'est drôle de voir comment, effectivement, les inventeurs créent des choses, et puis ensuite, il y a vraiment toute l'évolution technologique, de la même façon que la photographie qui existe en 1830, 20 ans plus tard, elle est faite complètement autrement, et puis il y a une évolution technologique de la photographie qui a changé la photographie tous les 10 ans, presque. Oui. Je voulais... Peut-être, je ne sais pas si il ne nous reste pas forcément beaucoup de temps, mais on peut continuer à discuter. Une des questions que je me posais, qui pourrait être la question finale, mais ça ne nous empêche pas de continuer à discuter ensuite, c'est justement comment vous, qui avez beaucoup parlé de la jeunesse dans vos films, et c'est un thème important pour vous, et qui observez peut-être une nouvelle génération de créateurs et de cinéastes arriver dans ce monde où l'intelligence artificielle va bousculer probablement beaucoup de choses. Comment déjà vous feriez si vous étiez à leur place, enfin, si vous deviez faire des films aujourd'hui et commencer aujourd'hui, comment vous vous y prendriez? Est-ce que vous seriez excité? Est-ce que vous auriez peur? Est-ce que vous seriez enthousiaste? Et quel serait le conseil que vous leur donneriez? Alors, il y a vraiment quelque chose qui fait que moi j'ai 63 ans et que quelqu'un qui a 23 ans et qui commence à faire des images, il va pas faire les mêmes images que moi, et parce que il a une autre culture. Moi, qui étais étudiant en cinéma, donc à partir de 18 ans, je commençais vraiment à m'intéresser au cinéma. Le magnétoscope VHS, il arrive quand moi j'ai 22 ans, un truc comme ça. C'est-à-dire que moi, tous mes débuts en tant qu'étudiant, je ne peux pas regarder un film chez moi. Donc là, aujourd'hui, par rapport à ce que ça veut dire d'avoir un ordinateur chez soi et d'aller sur YouTube ou d'avoir la cinéthèque avec des films qui sont disponibles sur un ordi, le cerveau, il n'est pas irrigué de la même façon, quoi. Donc forcément, je n'ai pas le même vécu que quelqu'un de 20 ans. Et donc, les images que je crée, elles ne sont pas les mêmes, elles sont liées à mon expérience et mon vécu, et ma culture. Et moi, moi, je sais que quand je fais l'auberge espagnole, finalement, mes références, c'est la BD, parce que la BD, justement, mes parents n'ont pas connu la BD, moi, j'ai connu la BD. Donc, j'ai été nourri avec Astérix, avec Lucky Luke, avec Tintin, et qu'il y a Astérix dans l'auberge espagnole. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui sont données par Goscinny, sa façon de raconter des histoires, avec un côté BD, et le côté « je suis Charlie », parce que moi, je suis issu des années 70. Voilà, c'est ma culture, et donc je suis nourri par ça. Donc, et je dis ça aussi parce que comme là, il y a quelques années, j'ai fait Salade grecque, qui était une série que j'ai fait avec des gens de 25 ans. Moi, je devais avoir déjà 60 ans. J'ai écrit avec des gens qui avaient moins de 30 ans, et j'ai vu à quel point ils n'avaient pas le même cerveau que moi, quoi. Et quand on écrivait une histoire ensemble, que les problématiques dont on parlait, même si on voulait parler de l'immigration, du rapport homme-femme, de comment le féminisme des années 70 n'est pas le féminisme d'aujourd'hui avec le mouvement MeToo, de comment... Enfin, je sais pas, tout ce qu'ils m'ont expliqué d'ailleurs sur le concept du wokisme, parce que je ne connaissais pas le mot, moi, il y a 5 ans, et donc c'est eux qui m'ont expliqué ce que ça voulait dire, et puis après, depuis, on en parle beaucoup. Mais je voyais à quel point il y a vraiment un truc où... j'ai appris, c'est eux qui m'ont appris le terme boomer, donc j'ai appris que j'étais un boomer. Ça fait plaisir, toujours. Bah ouais, mais c'est vrai que il y a une réalité où finalement je me rends compte maintenant que je vais avoir du mal à continuer à parler des jeunes parce que voilà, j'ai vieilli, et que pour revenir à la création des gens de 20 ans, je vois, moi c'est sur Instagram où je vois des jeunes créateurs. Alors, il y a beaucoup de trucs nazes, parce que Instagram est beaucoup... Le truc des influenceurs et tout ça, c'est quand même beaucoup naze. Et par contre, il y a des vrais créateurs. C'est-à-dire que moi, je tombe parfois sur des comptes Instagram de gens qui sont des vrais nouveaux créateurs, et je me dis, waouh, c'est incroyable, parce que
c'est pas des vidéastes, c'est pas des réalisateurs de films, mais c'est des créateurs vraiment. Enfin, ils créent des nouvelles images, ils créent des nouvelles façons de penser. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui fait que, voilà, eux, ils ont 20 ans, 25 ans, et ils vont faire des images que, voilà, je ne sais pas ce que ça sera quand eux, ils auront 50 ans, mais en tout cas, je vois à quel point il y a des nouvelles choses à inventer, quoi. Et donc, tout ça pour dire que j'ai pas de conseils à donner, en fait, parce que moi, je peux que... Les conseils que j'ai à donner, voilà, je suis un des cofondateurs de la Cinétech. Et donc, voilà, c'est un site où on peut voir des vieux films. Et ça, c'est les conseils que je peux donner, c'est cultivez-vous. C'est le seul conseil que je peux donner, c'est que si on fait des créations ultra originales en IA sur Instagram, ça n'empêche pas de connaître qui est Dreyer, qui est Abel Gans, qui est Eisenstein, qui est Godard, qui est Orson Welles, qui est Agnès Varda, Alice Guy. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner, c'est nourrissez-vous, cultivez votre jardin. Et donc, c'est vrai que la Cinétech, pour moi, c'est un outil génial parce que ça fait comme un peu la Pléiade en littérature. On se dit, vous n'allez pas lire tous les jours Racine et Homère, mais c'est quand même pas mal de savoir que ça existe, quoi. Oui. Et justement, je me rends pas compte à quel point les jeunes générations, parce que moi-même je vieillis un peu, donc je perds peut-être un peu le fil, même si je suis encore relativement proche de jeunes, mais j'ai l'impression que le contenu déjà dans ma génération et encore plus dans les générations qui viennent ne se regarde pas de la même façon, ça c'est une évidence, mais que ça a été vachement morcelé et que comme l'attention est très morcelée, on a un film, on est posé avec d'autres personnes dans une salle de cinéma pendant 1h30, 2 heures, et on le regarde pas, on n'a pas de distraction annexe. Aujourd'hui, j'ai l'impression que effectivement, beaucoup de choses on doit capter l'attention en 20 secondes, etc. Donc il y a des gens qui sont très bons pour ça. Mais est-ce que vous voyez encore un avenir, est-ce que vous avez l'impression que justement le cinéma va quand même survivre à ce morcellement et qui existe aussi à différents degrés, parce que vous avez la série dont vous parliez, Salade grecque, a été faite pour une plateforme, il me semble. Et donc j'imagine que ça aussi, le format série, le format plateforme, c'est pas la même chose en termes d'attente, c'est pas la même chose en termes de contraintes de production, et c'est pas la même chose aussi l'expérience finale du spectateur, parce que c'est beaucoup plus des gens seuls dans leur lit ou peut-être à deux qui regardent le truc et qui peut-être switchent d'ailleurs sur quelque chose d'autre au bout d'une heure, que des gens qui font l'effort en tout cas, qui vont au cinéma, qui passent un moment un peu sacralisé. Et je sais qu'il y a eu des débats dans le cinéma par rapport bien sûr. Est-ce que c'est du cinéma Moi, il y a deux choses que je voudrais dire sur ça. D'une part, moi, quand j'étais étudiant en cinéma, j'étais à la fac de cinéma à Paris 3, puis à Paris 8. Les profs nous parlaient de la mort du cinéma. Ils estimaient que c'était un peu le début de la fin de la nouvelle vague. Et donc, pour notre génération, alors qu'on était tous étudiants en cinéma et qu'on voulait tous faire du cinéma, ils nous disaient c'est la mort du cinéma. C'est-à-dire que pour eux, ils voyaient bien que c'était un peu la fin de la nouvelle vague. Et ils pensaient que comme tout avait été créé par des gens comme Truffaut, Godard, Rivette, etc., qu'on pouvait plus créer, quoi. Et moi, je trouvais ça effrayant. Je me disais, moi, j'ai pas encore fait de film, mais on me dit que c'est plus possible. Et du coup, je pense que non, le cinéma est pas mort. Enfin, moi, on m'a annoncé la mort du cinéma. Et pareil avec le Covid, on a dit voilà, maintenant, depuis que les gens sont chez eux avec Netflix, machin, et les gens ont pu aller au cinéma. En fait, non, les gens ils sortent, ils vont au cinéma et ça continue à exister. Il y a eu ça, d'une part, qui m'a appris que ça meurt pas facilement, le cinéma. Et l'autre chose, c'est dans les années 80, il y a eu le début des clips. Et où il y a eu MTV notamment, puis M6 en France, qui passaient des clips. Et d'un coup, les gens disaient, voilà, les jeunes, ils regardent une chanson, ça dure 3 minutes, et ils sont plus capables de regarder un long métrage. Et ensuite, il y a eu les séries. Et les séries, c'est genre, on regarde une série, ça dure 60 heures, quoi. Et maintenant, on dit, les gens, oui, ils regardent Game of Thrones. C'est-à-dire que, en fait... parce que le truc des clips, c'est vraiment, moi, c'était vraiment quand j'avais 25 ans, disons, dans les années 80, ça changeait le langage. Et il y avait vraiment des gens comme Besson, comme Benex, qui étaient dans la culture des clips, et où du coup, il y avait un montage beaucoup plus rapide. Si vous regardez, je sais pas, les Visiteurs 2, c'est presque impossible à regarder. Ou même des réalisateurs américains, Baz Luhrmann, par exemple, il a été nourri de clips. Et c'est impossible à regarder, les films de Baz Luhrmann. Mais
il y a vraiment, voilà, il y a des gens qui ont été inspirés par ça. À l'opposé, Tarantino, qui est de la même époque, il fait des plans ultra longs, il fait des films très longs. En général, ça dure 3 heures, les films de Tarantino. Et donc, ça n'a pas créé que de l'accélération et du film court, quoi. Donc, c'est assez bizarre de voir que quand il y a un truc où voilà, on se dit il y a une nouveauté, et comme en ce moment, il y a effectivement les jeunes, ils regardent des trucs sur YouTube, ou ils regardent... oui, mais il y aura toujours le goût du récit, il y aura toujours le fait qu'on peut regarder un film 1 heure, 2 heures, 60 heures. Moi, je crois beaucoup à la nécessité de la narration. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de fondamentalement humain où voilà, ce qui se passait dans la Grèce antique, où on a inventé le théâtre et qu'on se disait voilà, c'était important pour la vie dans la société d'aller voir au théâtre des choses avec des dieux, des hommes politiques, etc. et des conflits humains. En fait, on a toujours besoin de ça, quoi. Ouais, on peut finir là-dessus, c'est à mon avis très bien. Merci beaucoup en tout cas. Merci, c'était intéressant pour moi. C'était super intéressant, pour nous aussi.